les gens qui ne te connaissent pas? Écoutez, moi je m'appelle Alexandre Lacharme, et du coup j'investis dans les parkings depuis 10 ans. C'est mon activité principale aujourd'hui. Attends. Tu investis depuis 10 ans dans les parkings, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'investissement immobilier et dans l'investissement dans les parkings? Parce que c'est pas commun, il y a très peu de monde qui investissent dans les parkings. C'est souvent un peu mal perçu dans l'investissement immo parce que les investisseurs bien souvent se disent qu'ils préfèrent acheter dans des biens un peu plus grands pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es lancé dans l'investissement dans le parking? Écoute Christophe, c'est une bonne question. J'avais pas beaucoup d'argent et je trouvais ça simple d'investir dans un parking. Accessible, ça demandait peu de connaissances. Donc pour moi c'était une première étape avant de peut-être de passer à plus gros, mais finalement j'ai eu envie de continuer dans le parking plutôt que d'acheter des appartements, même si j'ai déjà acheté des appartements. Mais c'était une première étape et c'est vrai que le risque souvent qui peut démotiver, c'est de passer de rien à tout de suite des gros projets. Ouais. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un premier pied à l'étrier et le parking pour moi c'était ce qui allait être plus sécurisant. Aujourd'hui, combien tu as fait de parking, où tu en es, est-ce que tu veux continuer dans le parking ou est-ce que toi, ton but, c'est d'enchaîner sur des biens plus gros? Quelle va être ta stratégie à l'avenir? Est-ce que tu veux continuer comme ça ou pas? Écoute, des parkings, j'en ai pas mal maintenant. Je continue à en acheter. J'ai fait des visites la semaine dernière et j'ai fait des offres d'achat la semaine dernière. Je continue à faire des visites cette semaine et j'ai envie de continuer sur du parking. L'immobilier d'habitation, c'est pas forcément ce que je veux faire là aujourd'hui. Peut-être que j'irai sur des locaux commerciaux, tu vois, sur l'immobilier commercial, parce que ça se rapproche un peu du parking, c'est du nu, c'est assez simple et voilà, j'ai pas trop envie de gérer de locataires particuliers pour l'instant. Parce que je trouve, mais on en discutera, c'est intéressant, que si tu veux gérer des locataires particuliers encadrés par la loi Allure, c'est un peu contraignant, tu vois, il y a plein maintenant de contraintes avec les DPE, etc. Et ça me fait un peu peur. Donc certainement que c'est une fausse croyance, tu vois, que j'ai, et que ça peut être contourné, mais c'est vrai que le côté parking me rassure davantage, quoi. D'accord, parce que c'est vrai qu'on en a discuté, tu m'as dit que voilà, d'un point de vue investissement, toi tu étais bloqué des fois par le prêt. Et du coup, tu souhaitais. J'ai solutionné là, voilà. Je vais t'en parler en live. Dis-nous tout, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui. C'est toi qui m'as donné des conseils en plus. C'est vrai qu'on a mangé ensemble régulièrement, et on peut voir qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez souvent bloqué par le financement. Le financement, c'est une des problématiques en ce moment. Bien souvent, on va rencontrer une multitude de problèmes, notamment par rapport à l'apport, par rapport au taux d'usure, par rapport au taux d'endettement. Donc, Alexandre, il investit dans un marché un peu de niche, un marché particulier qui est le parking. C'est pas comme quand vous investissez dans des gros bâtiments où les sommes sont importantes. Là, les sommes sont moins importantes. Et du coup, il a une solution pour parer ça. Quelle solution tu as utilisée du coup? Pour investir, pour faire du crédit, tu veux dire? Pour solutionner le fait que l'emprunt était difficile aujourd'hui. Il y a plusieurs choses. Déjà, tu peux faire du crédit conso pour le parking. Ouais, c'est un des gros avantages. Là, c'est un des gros avantages. Je me souviens quand on s'est vu dans le sud il y a quelques temps, avant qu'on se revoie là, mais tu m'avais dit, Alexandre, fais du crédit, fais du levier, emprunte en conso, etc. Et surtout que les crédits, tu vois, les taux en fait se rejoignent et se rapprochent aujourd'hui avec la hausse des taux d'intérêt d'emprunt pour l'immobilier classique versus le crédit conso. Et du coup, j'ai discuté avec ma banque la semaine dernière et ils me prêtent 75 000, tu vois, en conso. Ouais. Après non attribué, ils ont mis ça à travaux dans leur dossier, mais voilà. Et du coup, je vais racheter des parkings. J'emprunte à 3,45%, 3,45%, et je vais faire des investissements qui vont être entre 7 et 13% de renta. Donc si tu veux, si j'optimise bien la fiscalité, ce sera intéressant. Donc je me sers en fait de ça pour pouvoir acheter. Là, je veux vraiment réacheter. Donc on peut faire du conso sur du parking. Et après, si on a pas mal d'argent qui rentre, on peut réemployer les bénéfices. C'est ce que je faisais pendant plusieurs années. Mais là, maintenant, j'ai envie de me relancer dans le crédit. Tu vois, c'est un petit crédit 75, mais ça me permet d'acheter 2-3 places. Ouais, mais c'est un truc de fou, parce que quand on s'est vu dans le sud, je me rappelle que tu disais que tu voulais investir avec tes deniers personnels, avec tes sous. Et tu me dis, t'es fou, fais pas ça. C'est vrai, mais j'ai repensé à ça. Hein. Il faut pas. En fait, quand vous investissez avec vos sous, vous aurez beaucoup de mal. Tu auras beaucoup de mal à récupérer la mise que tu as mis. C'est pareil pour de l'apport. Pourquoi on essaye aujourd'hui d'emprunter à 110%
le plus souvent, parce que quand tu mets de l'apport, tu as beaucoup de mal à récupérer de l'apport que tu as mis. On peut voir que c'est super dur. Quand tu vois le cash flow que tu dégages sur une opération, à moins d'avoir beaucoup de cash flow, sinon tu as beaucoup de mal à récupérer ce que tu as mis. Il faut te servir de l'effet de levier du crédit. Il ne faut jamais mettre de tes sous, de tes fonds propres, ou en tout cas le moins possible. Bien sûr qu'aujourd'hui, les banques demandent entre 10 et 30% d'apport, mais le but pour quelqu'un comme toi qui investit surtout dans des parkings, c'est de servir de l'effet de levier du crédit, garder ton cash pour d'autres opérations, d'autres investissements, essayer de diversifier. C'est pour ça que je t'avais dit ça. Du coup, c'est bien que tu te sois servi du crédit conso, d'autant plus qu'on voit les taux que tu as obtenus. C'est pratiquement les mêmes taux que les crédits IMO aujourd'hui. Ouais, 3,45. Sur de l'IMO, tu vois quoi comme taux en ce moment? Sur de l'IMO, aujourd'hui, sur 25 ans, on a plus de 3%, aux alentours de 3%. Et tu penses que ça va... Alors, selon toi, ça va se passer comment en 2023? Parce que j'ai posé la question à ma banque et elle m'a dit que les taux, selon elle, allaient presque dépasser les 4%. Ouais, on va être aux alentours de 3-4. Après, j'ai pas de boule de cristal aujourd'hui, malheureusement, mais on va être aux alentours de 3-4%. Et on voit que ça remonte très vite. Du coup, là, tu vas être déjà à plus de 3% sur 25 ans. Donc, quand on voit ce que tu as obtenu en crédit conso. 3,45, ouais, sur... par contre, c'est sur 10 ans. Alors, les durées ne sont pas les mêmes, mais pour des emprunts comme toi tu fais, ça te fait quoi en mensualité? Ça me fait à peu près 700 euros, un peu moins de 700 euros. Pour combien de parkings acheter? Je vais en acheter 3, je vais essayer d'en acheter 3 et je vais gagner à peu près... je pense que ce ne sera pas forcément autofinancé complètement. Mais je vais essayer d'aller jusqu'à 700 euros. Mais il y aura peut-être un tout petit effort d'épargne. Mais au moins j'achète 3 places qui vont se valoriser, je vais bien les acheter parce que la négo c'est mon point fort. Et c'est mieux que de rien faire, quoi. Et c'est quoi le montant des 3 places que tu achètes? On va faire un calcul rapide comme ça. Dans l'acquisition, je pense qu'on sera... Écoute, Jean, je demande 75 000, je pense que les 3 places, frais de notaire inclus, ça va me coûter 75 000. 75 000? Ouais, pareil. Donc tu vois 75 000 pour 700 euros par mois. Ouais. Combien d'années il te faudrait fois une année, on va dire, quelques charges, quelques frais annexes, on va dire que tu as 7 000 euros, il te faut plus de 10 ans pour rembourser les 75 000. Alors que là, en te servant de l'effet de levier du crédit, comme on vient de le voir, c'est impressionnant parce que même si l'effort d'épargne, il est là et il est minime, bah, tu vas gagner 75 000 euros. Ces 75 000, tu vas pouvoir les utiliser dans d'autres projets. Exactement. Alors que normalement, tu les aurais payés avec tes deniers personnels. Ouais, donc c'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que faut pas forcément viser le cash flow positif. Et même si tu es à zéro, enfin tu vois, t'es ISO ou tu as un tout petit effort d'épargne, bah finalement tu t'enrichis puisque tu as amorti un crédit et le jour où tu revends, ça c'est important de le dire parce que tu as beaucoup de gens qui se disent bah, l'opération, j'ai pas un gros cash flow positif donc j'y vais pas. Ouais, c'est clair. En fait, tu amortis du capital tous les mois. En fait, c'est la même chose qu'un investissement patrimonial. Quand tu fais un investissement patrimonial aujourd'hui, il se passe quoi? Bah, tu investis, certes, tu as moins de cash flow, puisque bien souvent, quand tu fais un investissement patrimonial, tu mets tes deniers personnels, tu rajoutes à la fin du mois, mais par contre, tu amortis du capital. Donc, dans 10 ans, tu seras forcément plus riche de X euros. Si tu fais un prêt sur 20 ans de 200 000 euros, on peut dire que dans 10 ans, tu auras amorti à peu près la moitié, donc 100 000 euros. Donc dans 10 ans, tu seras plus riche de 100 000 euros puisque c'est le locataire qui aura payé. Même si toi, tu as fait un petit effort d'épargne, tu n'auras pas mis ces 100 000 là. Ouais. Donc c'est quand même intéressant de se servir toujours de l'effet de levier du crédit, même si tu es sur un investissement plus patrimonial qu'un investissement à fort cash flow. Et je pense qu'il faut diversifier les deux. Bah moi je faisais beaucoup en fait, pendant 10 ans je faisais beaucoup d'investissements à fort cash flow dans le parking. Je voulais absolument qu'il y ait un cash flow important sur chaque OP. Ouais. Ce qui me permettait d'arrêter mon boulot tout simplement et de me consacrer à ça. D'ailleurs, tu as quitté ton travail? Ouais, j'ai quitté le 31 mai, ouais. 31 mai 2022, j'ai quitté mon job de commercial. J'avais un bon job, franchement, j'étais bien payé. J'avais une belle bagnole, 20 euros pour manger le midi, un portable. Tu vois, j'avais un vrai boulot quoi. Et de cadre et tout, j'étais assez bien payé. Et je gagnais assez d'argent, donc j'ai pu vraiment quitter le boulot. Et puis après, il y a le livre qui est sorti 15 jours après, le 16 juin 2022, qui a bien marché, qui marche bien. On va revenir là-dessus d'ailleurs, parce que parle-nous un petit peu de pourquoi tu as voulu quitter ton travail, pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, pourquoi tu as écrit un livre. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Parce que moi j'adore ça. En fait, l'investissement, l'entrepreneuriat, pour moi c'est pareil. Donc, est-ce que tu peux mais c'est clair, mais Christophe, c'est de l'entrepreneuriat. Merci de dire ça. En fait, pour moi, on est des entrepreneurs. Toi et moi et tous les investisseurs, on est des entrepreneurs. Et j'avais envie de le faire parce que j'étais commercial. J'ai commencé en alternance commerciale, tu vois, il y a plus de 12 ans. Je devais gagner, je sais pas, 900 euros par mois. Je faisais de la prospection. Je viens de me rappeler de mon premier boulot en alternance, ça n'a pas duré longtemps.
C'était, je faisais du porte-à-porte pour vendre des photocopieurs aux entreprises. Ça fait quelques mois. Ça, c'était dur. Hein. Tu vois, et c'était à Créteil. Toi, t'as fait un travail de pur commercial. Ah, moi, j'ai fait un travail de commercial, mais vraiment au bas de l'échelle. Il n'y a pas plus au bas de l'échelle. C'est comme dans les reportages sur TMC ou je sais pas où, tu vois. Quand tu vois le reportage du commercial VRP de base, c'est ça, moi. J'ai commencé, premier boulot, j'y connaissais rien. J'avais fait un bac littéraire, ça n'avait rien à voir. Et je me retrouve et on me dit, ouais, tiens, tu vas sur le terrain, tu vas. En plus, moi, j'avais un peu la gueule du mec du 16e, donc il m'avait dit, va faire les cabinets d'avocats à Paris et tout. Et du coup, je faisais du porte-à-porte, j'étais super timide. Tu vois, j'avais pas une confiance en moi énorme, et c'était très violent en fait pour moi, tu vois, ce boulot-là. Mais ça m'a servi. Ouais, sinon, je ne serais pas du tout là aujourd'hui. Et du coup, je devais aller faire du porte-à-porte et essayer de vendre des photocopieurs, racheter les contrats existants, placer nos trucs. Enfin, c'était hyper complexe comme vente en plus. Enfin, c'était vraiment, je comprenais rien en fait. Je savais même pas ce que je faisais là. Ça s'est arrêté. Après, j'ai bossé dans une boîte, c'était une agence de com dans le bio qui existe toujours. Et là, c'était prospection, mais au téléphone. Et bien meilleure ambiance, là j'ai kiffé, tu vois, je suis resté 3 ans. Donc moi j'étais commercial, donc j'étais vendeur. Donc c'était mon boulot qui me sert aujourd'hui tous les jours et qui m'a servi pour l'immobilier. Et c'était très stressant. Commercial, c'est un des meilleurs métiers du monde, franchement. Parce que même si tu fais une belle semaine, du coup t'as fait une belle semaine, super. Donc vendredi soir, bravo, bon week-end Alexandre, tu sais, t'es la star. Merci pour tout. T'es la star. Par contre lundi, t'es personne, ça repart à zéro. Et si tu fais une semaine de merde, on va oublier que la semaine d'avant t'as fait une bonne semaine. Ça c'est stressant, tu vois. Tout le temps, faut remettre le compteur à zéro. Et j'avais pas de thunes et je me suis dit, trouve un moyen de te créer un petit revenu différent, un passif différent de ton boulot, qui soit pas corrélé en fait à ton job. Et du coup, j'ai surfé sur internet, tu vois, j'ai regardé, j'ai lu des bouquins. Tu sais, à l'époque, il n'y avait rien, en 2012 et tout, il n'y avait pas trop de bouquins français, tu vois, là-dessus, il y avait quelques personnes, mais pas beaucoup. Et je découvre le truc des parkings, je sais plus où, sur YouTube ou un truc comme ça. Et je me dis, putain, tu connais rien à l'immobilier, tu gères ton argent, c'est une catastrophe. Je faisais du shopping, enfin tu vois, je dépensais mon argent, mais en fait je dépensais plus que ce que je gagnais, j'aime pas comment je faisais, mais c'était une cata. Mais il y a un parallèle quand même, je te coupe, entre commercial et entrepreneur. Ah oui. Parce que quand tu es entrepreneur, toutes les semaines le compteur il est remis à zéro. En fait, dès l'instant que tu fais quelque chose, que tu as un projet, tu peux pas rester sur tes acquis. Tu es obligé de remettre le compteur à zéro et de repartir voilà, toutes les semaines c'est une nouvelle semaine qui commence. Et le boulot de commercial, moi c'est ça que j'adore, parce que moi j'ai travaillé à la banque pendant 15 ans, mais c'est aussi un boulot de commercial. Ah oui, c'est clair. Donc c'est la même chose. Et tu peux voir que en fait, le contact avec les clients aujourd'hui, c'est ce que je dis moi aux collègues, il faut appeler les gens, il ne faut pas envoyer des mails, il faut appeler. Il y en a, je sais, sur internet qui préconisent le fait de vendre par mail, on a eu des échanges là-dessus. Moi c'est que l'appel. Je préfère appeler les gens. WhatsApp, t'aimes bien WhatsApp toi aussi. WhatsApp, c'est un gain de temps inimaginable aussi. Ouais, mais c'est vrai que t'es fort là-dessus, toi, sur le suivi, l'échange, la proximité. Et on sent que t'as été commercial. Alors dans la banque, on dit moins commercial, hein, c'est moins assumé que nous. Nous, c'est vraiment, tu vois, commercial. La banque, c'est un peu moins assumé, mais c'est la même finalité, l'atteinte d'objectifs. Et du coup, voilà, je voulais me créer un truc et j'ai acheté un premier parking et j'ai enchaîné. En fait, j'ai eu un déclic en fait. J'ai kiffé en fait. C'est-à-dire que j'ai fait le plus petit investissement immobilier de la Terre. Je crois que je connais personne qui a fait un investissement à 4 000 € immobilier. Qui va chez un notaire, bonjour, tu vois, c'était un notaire super bourgeois, place des Victoires dans le premier. Enfin, tu vois, j'étais en PLS quand je suis rentré, je me sentais pas bien. J'étais avec mon sac à dos, on aurait dit un ado attardé, tu vois, j'étais pas bien. Pour 4 000 €, il me prenait pour une merde, quoi. Et 4 000 € le truc, tu vois. Mais ça a fait un déclic. Je me suis dit, 4 000 €, je mets une moto à 45 €. Donc tu vois, ça fait plus de 10% brut quand tu prends pas les frais de notaire. Pour un parking, c'est cher les frais de notaire. Ça, c'est un point faible. Ça, tu peux nous en parler bien sûr. En fait, un notaire, il a le même boulot grosso modo quasiment pour un parking que pour un appartement. Donc tu vois, la recherche, l'antériorité, voir si c'est une zone avec des sinistres, etc. Faire le recoupement avec le notaire du vendeur et tout. Donc il y a un boulot qui est important. Donc il peut pas faire un pourcentage. Parce que sinon, ça veut dire que sur une petite affaire à 5 000 €, il prendrait 300 balles, quoi. Donc il est obligé de prendre un forfait. Ouais. Donc en fait, le problème du parking, c'est que le notaire prend un forfait parce que ses honoraires, elles sont incompressibles. Donc il y a un forfait. Donc c'est-à-dire qu'au prorata, forcément, l'exemple concret, c'était l'OP, elle valait, c'était 4 000 € FAI, il y a même des frais d'agence.
15 000 euros le prix de vente chez le notaire. Et je crois que le notaire à l'époque avait dû prendre quand même plus de 2000 euros de frais de notaire. Donc tu vois, le ratio il est énorme. Ça a été encadré avec la loi Macron en 2016, où maintenant c'est un peu plus faible. Ça a baissé. Ouais. Mais à l'époque c'était 2000 balles. 4000 euros, 2000 balles, tu vois. Donc, c'est incroyable. Pratiquement 50% de ton investissement, quoi. Tu vois, c'est beaucoup. Et du coup, c'était beaucoup, mais ça restait rentable. Donc du coup, j'achète le parking, je mets une annonce sur le bon coin. Vraiment, j'étais à l'aveuglette, quoi. Je savais pas où j'allais, tu vois. Je mets une annonce sur le bon coin, je croise les doigts, je rentre chez moi. Et rapidement, je reçois un message. Il y a un locataire hyper carré, il reste 5 ans. 5 ans, il me le truc, 45 euros par mois. Et tu vois, je gagnais 1000 balles en tant que commercial. Bon, après, je commençais à être un peu meilleur, donc je faisais un peu plus de ventes, j'avais un peu de variable. Mais je vois un mec qui me paye 45 euros par mois. Je me dis, ouais, c'est cool en fait, tu vois. Et il faudrait peut-être faire grossir cette somme. Donc, il faut peut-être recommencer en fait. Et du coup, j'ai recommencé. Après, tu as toujours des phases où tu as des années un peu blanches où tu n'investis pas. Après, tu réinvestis fort et tout. Mais en fait, j'ai compris, il y a un truc important et on ne parle pas trop sur Internet, c'est que aujourd'hui sur Internet, tout le monde veut être riche rapidos en 2 heures ou 2 semaines ou 2 ans. Compliqué. Tu vois, il y a un côté un peu, je veux faire de l'argent tout de suite, je veux tout de suite avoir un lifestyle de malade, d'Instagrammeur à Dubaï là. Et T'as mis combien de temps, toi? moi j'ai mis 10 ans. 10 ans. 10 ans pour quelqu'un qui se lance, c'est même pas concevable en fait, tu vois, dans la mentalité de. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est compliqué. En fait, je pense que c'est parce que les gens aujourd'hui ils se mettent plus d'étapes. Ils veulent passer directement du point 0 au point 1000. Alors c'est pas possible. Si tu te mets pas d'étapes et que tu cadres pas, tu vas pas y arriver. C'est trop compliqué. Moi, je vois, c'est pareil. J'ai mis 8 ans pour devenir libre et pouvoir quitter mon emploi en CDI à la banque. Si tu fais pas cette démarche-là, que tu fais pas étape par étape, alors moi je me suis même pas fixé d'étape, je sais pas comment toi t'as fait. Moi en fait j'ai foncé et voilà, arrivé à un stade, tu te rends compte que tu peux quitter ton emploi, en fait que c'est plus des revenus plaisir que des revenus pour vivre. Donc tu te dis là c'est bon, j'ai atteint mon... Franchement j'ai foncé comme toi, c'est-à-dire que après je me suis mis des étapes plus récemment, tu vois, après on est plus structuré avec l'âge, on est de la même génération tous les deux, donc maintenant on est plus structuré. Tu vois, on essaie de structurer les choses parce qu'on a des boîtes et tout, mais au départ, quand on était jeune, tu vois, en fait, on avait juste la dalle et on avait juste envie d'y aller. Et il y avait il y avait que la marche avant, tu vois, et moi, je voulais juste y aller et du coup, j'ai pas réfléchi en fait. J'ai beaucoup réfléchi quand j'étais jeune, tu vois, à me dire comment je vais gagner de l'argent et tout. C'était dur. Tu vois, je me posais plein de questions. Et une fois que tu trouves ton truc et tu dis feu, faut savoir y aller. Et après, il y a un truc, c'est faut perdurer aussi parce que tu as des gens qui font un coup une fois. Mais après, ça se démotive. Donc il faut vraiment réenchaîner et garder l'énergie. Comme dans le sport, en fait. C'est comme pour moi, l'entreprendre et l'immobilier, quoi. C'est exactement comme une carrière sportive, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, nous aussi. Tu vois? Enfin, Anna, c'est une grande sportive. Et je pense que c'est ça, l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est comme dans le sport. En fait, c'est ceux qui vont qui vont durer dans le temps, qui vont pouvoir percer. Si tu es là et que tu fais un coup, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, tu n'y arrives pas. Sur la durée, tu n'arrives pas à percer et tu ne peux pas te créer une source de revenus qui est stable et qui va rester là pendant des années. Donc c'est important de mettre des choses en place qui vont durer dans le temps. Si tu ne le fais pas, ça ne dure pas. Ça ne dure pas et tu t'effondres. Exact. Mais c'est vrai que le sport, c'est... Franchement, quand on a la mentalité du sport, la discipline du sport, en entreprise ou dans l'entrepreneuriat, franchement, on peut être un killer. Et c'est pour ça que tu as plein d'anciens sportifs qui font des conférences dans les boîtes maintenant, etc. Donc c'est hyper lié. Et voilà, donc j'ai pas lâché. Et puis, mais j'ai adoré ça en fait. Parce que je pense que ce qui marche, c'est quand t'aimes. Il faut pas se forcer dans l'IMO, tu vois. Si tu fais de l'IMO mais que t'es pas bien et tout, ça marchera jamais, quoi. Ouais, c'est compliqué. Donc faut aimer ça, quoi. Et est-ce que tu fais partie des gens... Moi, je trouve que cette approche est vraie. Après, je sais pas si tu es d'accord ou si tu as eu des éléments. Je trouve que dans la vie, bien souvent, les gens qui arrivent, alors c'est peut-être des conneries, c'est des gens qui ont eu un élément déclencheur quand ils ont été plus jeunes, ou peut-être un fait de vie, qui ont fait qu'ils lâchent pas, ils ont plus de mordant que les autres. Moi, je vois... moi, j'ai perdu mon papa tôt. Je vois que c'est pour ça que j'ai un peu la niaque et j'ai envie de montrer aux gens que je vais y arriver. Et je le fais pour moi, mais j'ai aussi envie de prouver que je peux y arriver. Et je sais pas si toi, tu as eu un élément qui a fait que voilà, tu as plus la niaque que les autres, que tu te bats plus. Mais je trouve que cet élément-là, on le retrouve beaucoup chez les sportifs et chez les grands entrepreneurs. Bah ouais, moi j'ai la niaque, mais j'ai la même chose que toi.
À l'âge de 9 ans, les amis, c'est pas des blagues, donc voilà. Ok. Dans mon bouquin, c'est pour ça qu'il faudrait que tu le lises. Mais Avec moi, plaisir. à 9 ans, je perds mon père, enfant unique, je me retrouve seul avec ma mère, monoparentale. C'est compliqué, il y a moins de thunes, c'est galère, je pars en internat. Tu vois le niveau social, le niveau économique décliné, je le ressens vraiment. Et du coup, je me dis, c'est une injustice. C'est pas possible. Enfin, c'est injuste. Pourquoi un enfant doit perdre son père ou sa mère à 9 ans? Enfin, j'ai rien, c'est pas le karma, tu vois. On dit parfois, tu fais un truc mal, d'où j'ai mérité ça, tu vois. Toi, c'est Non, pareil. non, En fait, moi, j'ai vécu ça vraiment comme une injustice. Donc après, t'es en colère, t'es pas content, t'en veux au monde entier. Et après, tu canalises ça. Et tu mets ça dans une détermination et tu fonces. Donc moi, ouais, franchement, j'ai un moteur, un why comme on dit, qui est tellement puissant, mon gars. Mais en fait, c'est inépuisable. Il y a trop de ouais, chevaux sous le je moteur. pense qu'on a la même chose. Et du C'est coup, tu vois, inépuisable. c'est là que je vois la différence Ah mais avec je savais d'autres pas gens. que t'as vu cet épisode de vie. Tu m'as même pas dit, toi. Ouais, c'est pas des choses que tu parles Ouais. comme ça, mais c'est vrai que là, en fait, en échangeant, tu vois, souvent je trouve que tu vois que les plus gros entrepreneurs, les plus gros sportifs, ils ont eu un fait de vie qui a été un peu difficile et qui leur a permis de persévérer après, de faire peut-être plus d'efforts que les autres. Alors je sais pas, c'est peut-être des conneries, mais moi je sais que c'est aussi ma détermination que j'ai comme toi aujourd'hui, c'est que je lâche jamais l'affaire. En fait, j'essaye pas de me bluffer. Il y a des gens, ils vont se fixer des objectifs, ils vont se dire, bah écoute, moi je veux investir 10 biens et au bout de 5 ou 2 il lâche l'affaire. Ou moi je vais aller à la salle tous les matins et à 7h du mat, bah, il n'y a plus personne au bout du deuxième matin. Moi ça marche pas comme ça, j'essaye pas de me bluffer, même si je suis tout seul et que personne me regarde. Je savais pas que Si t'avais vu ça, j'ai- toi, Christophe. Là, tu Ah, montes mais dans mon estime, là. T'étais déjà haut. Non, mais là, je rigole pas. T'étais déjà haut. Mais là, mec, Bah, on a eu le même parcours. il y a une connexion, là. C'est le même parcours. Donc ouais je savais pas hein. C'est voilà vous y avez je savais pas, mais c'est un point commun qui est très très important, très fort. Et donc voilà, donc du coup injustice, un peu d'énervement, de colère, mais avec moi, tu vois, et après je l'ai structuré et j'en ai fait un moteur incroyable, et du coup j'ai une volonté qui défonce toutes les portes en fait. Mais c'est vrai que nous, vu qu'on a vécu des choses un peu comme ça, les gens comprennent pas si on leur explique pas. C'est pour ça maintenant je l'explique, j'en ai parlé dans mon bouquin, tu vois, j'ai sorti un bouquin sur un parking, je parle de la mort de mon père, c'est quand même atypique. Ouais. Moi, j'ai lu, il y a 2-3 autres bouquins sur les parkings, il n'y a pas d'épisode de vie comme ça, tu vois. Peut-être qu'ils l'ont pas vécu, je sais pas. Mais du coup, t'es obligé parfois d'expliquer ça pour que les gens comprennent pourquoi t'es aussi motivé. Donc maintenant, je le dis, alors qu'avant, je le cachais plutôt parce que en parler, c'était trop compliqué, tu vois. Ouais, c'est difficile. Bah après, tu vas pas en parler à tout Mais le monde. maintenant, je m'en sers et j'irai pas jusqu'à dire que ça a été une opportunité pour moi pour me bouger, mais c'est sûr que notre vie aurait été très différente s'il n'y avait pas eu ça. Elle aurait été mieux ou moins bien, je sais pas. Mais ce qui est évident, c'est que faut être positif et en tout cas, ça nous fait nous surpasser et avoir une vie intéressante aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc c'est un élément très important pour moi et bah, c'est que du bonheur. En plus, quand il t'arrive ça, tu te plains moins. Je trouve que tu te plains moins dans la vie et tu vois la valeur des choses et tu vas toujours vers la solution. Moi, tous les gens que je connais comme ça, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont orientés solution, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voient tout de suite la porte de sortie et tout. Donc le why très fort pour répondre à ta question et après j'ai déroulé quoi. Ok. Et c'est quoi le plus gros problème que tu as rencontré dans l'investissement immobilier? Le plus gros frein, la plus grosse difficulté, il n'y en a pas eu beaucoup hein, dans le parking. Mais après, moi j'ai triché, j'ai fait que du parking. Non, j'ai acheté un appart aussi que j'ai revendu. C'est quoi la plus grosse j'ai galère aucune- que tu as rencontrée? La plus grosse galère, c'est qu'un jour j'achète une place, je veux mettre 10 motos. C'est une dinguerie, 700 € par mois, de revenus sans les galères d'un appart, sur une OP à 47 000, 52 000 avec les frais de notaire, donc une renta de malade. Je signe et tout chez le notaire. Et je mets en place les locataires, donc c'est vraiment une folie. Et le syndic, il m'envoie un courrier. Il me dit oui, on peut pas mettre plusieurs motos sur une place de parking, on a interdit ça, je sais plus, dans une AG en 1987. Je me dis qu'est-ce que c'est que cette galère. Déjà en 87, il n'y a personne qui mettait des scooters et des motos sur une place de parking à ma connaissance, quoi. Ou à part un martien, je sais pas où en France. Je me dis, il va me faire chier, ils sont jaloux dans les copros. Alors, les copros, c'est une cata, ils sont tous jaloux parce qu'en fait, t'en as qui payent des charges, enfin tout le monde paye des charges, mais t'en as qui sont jaloux parce que l'autre il se dit putain, il doit gagner combien, et calcule et tout. Ils sont tous en train de se regarder. Et du coup, j'ai stressé, je me suis dit, en fait, tout mon business plan il tombe.
C'est que, t'imagines, j'ai gagné 700 euros par mois avec cette place de parking. C'est une double place, 700 euros par mois, c'est pas des blagues. C'est 10 motos à 70 euros par mois, 10 contrats de bail différents. T'as réussi à faire 10 places de 10 moto. places sur une double place. Waouh. 10 places sur une double place, je te montrerai la photo tout à l'heure. J'ai des photos, j'ai pitché sur un PowerPoint et j'ai dû le mettre pour avoir un petit... Ah ouais, le parking c'est sexy en fait. C'est pas que relou quoi. Et 10 places, ouais. Et attends, tu les as acheté combien, t'as dit? 47 000 les deux places. Ok, 47 000 pour 700 euros. Okay. Sans galère. Sans les galères dans l'appart. Énorme. En plein Paris, à côté de Montmartre, à côté du Sacré-Cœur, 18ème, nickel. Et je l'ai toujours la place. Elle cartonne, il y a une liste d'attente. J'ai une personne qui part, je passe un coup de fil, quelqu'un débarque. Et j'ai voulu acheter une autre place à côté, là, je suis en train de regarder juste dans l'environ parce que tout est full. Et du coup, la galère, ouais, c'était que je pense qu'ils ont pas supporté que quelqu'un ait l'idée. Ça les a énervés, je pense, les vieux croutons de la copro. Et du coup, ils ont voulu me tomber dessus en prétextant en fait une interdiction du truc. Donc j'ai dit tout de suite au syndic, envoyez-moi la résolution, quoi. Tu vois, le PV d'Assemblée Générale de 87 qui stipule ça. Silence radio, il n'y a rien. En fait, il n'y avait rien, ils m'ont rien envoyé, il n'y avait rien. Mais après, ils ont fait de la résistance à m'envoyer des bips, tu vois, en disant il faut que je commande un nouveau bip. Ah encore, etc. Puis ils répondaient une semaine après et tout. À un moment, je suis allé les voir. J'ai mis une petite veste et tout. Je me suis dit, bon, allez, sois propre. J'y suis allé, je me suis présenté. Et j'aurais dit, je suis quelqu'un de normal, tout ça. Mais on est en France, tu vois, il peut y avoir des jalousies. Et c'est toujours comme ça. Et moi, je suis en copro en plus. Donc, c'est pas comme si j'achetais un immeuble et je faisais ce que je veux. Ouais. Donc, en copro, tu peux avoir des gens qui se disent, il est malin, lui, putain, il met des motos sur son parking. Alors que moi, il est pas loué, quoi. Donc, je perds de l'argent. Donc, mais c'est comme ça, je m'en fous. Ça, c'est la galère aussi des copros quand vous achetez en copro, quand tu achètes en copro, c'est qu'en fait, tu fais pas ce que tu veux. Tu fais pas ce que moi, je fais pas ce que je veux. Ça, chiant. Moi, tu vois, j'ai qu'un bien sur 30 lots, j'ai qu'un bien en copro, et en fait, dans l'immeuble, le gars a 24 lots, et moi, on doit être 2 ou 3 autres copropriétaires. Donc lui, en fait, pour faire du déficit foncier, il vote tous les ans des travaux. Donc nous, on se retrouve à sa merci, en fait. On est obligé de payer des travaux. Moi, j'ai un bien ultra rentable. Sur ce bien-là, j'ai 330 euros de crédit pour 700 euros de loyer. Donc, je dégage un cash de fou. Sauf qu'en charge de copro, comme tous les ans, ils votent des travaux, j'ai 150 euros de charge pour un studio. Ah ouais. Donc, ça me déglingue ma renta juste parce que, en fait, je suis soumis à son vote. J'y vais même plus en assemblée de copro, ça sert à rien. En fait, le gars, quand il vote, c'est lui qui a tous les votes. Puisque c'est lui qui a tous les millièmes. Donc en fait, ça a rien d'y assister, il fait ce qu'il veut. Ouais, la copro c'est... Après, je pourrais acheter des parkings qui sont pas en copro, tu vois, dans les zones un peu plus rurales, des garages en fait, dehors. Après, faudrait changer la toiture, faudrait changer les portes, il y a un peu plus de taf. Ouais, il y a plus de taf et ça se loue peut-être moins bien. Ça se loue peut-être moins. Donc moi, j'ai fait plus une stratégie où j'ai acheté près de chez moi. Et la stratégie un peu du feignant où tu vois un parking, il n'y a rien à détruire. Moi, j'ai même pas acheté de box, j'ai acheté des places ouvertes. Il y a 3 bandes de peinture qui durent 20 ans. Tu vas chez Castorama, tu fais passer en charge 15 euros de peinture. Enfin, tu vois, moi je voulais vraiment un truc comme un galère. T'allais mettre des mais je te montrerai un jour, il faut que je te montre mes parkings, on ira sur le terrain et tu seras surpris. Mais la dernière fois, t'allais mettre des lignes sur tes parkings. Ouais, bien sûr. En fait, c'est le seul entretien que tu as à faire. C'est le seul entretien. La seule chose que j'ai à faire, c'est de mettre des. Diviser quoi. Voilà, d'avoir des lignes propres quoi. J'ai un super bon fichier Excel. C'est toi qui fais la gestion aujourd'hui ? C'est moi qui fais la gestion. J'ai quelqu'un qui m'aide pour les rotations parce que j'ai pas envie d'y aller. Et parfois je les fais même pas, c'est-à-dire que ça se fait entre les deux locataires parce qu'il n'y a pas d'état des lieux. D'accord. C'est l'avantage aussi. Ouais, c'est que moi j'ai pas d'état des lieux. J'ai pas d'état des lieux. Donc en fait là où je suis malin, c'est que parfois j'ai un locataire sortant qui est sur son préavis, et je dis à l'entrant, contactez le locataire sortant, et il se voit. Et ils se remettent le bip. Et en fait, je lui dis, remets-lui le bip, avant tu lui montres l'emplacement. C'est l'emplacement 4. Voilà le bip. Moi, en amont, j'ai envoyé par mail mon RIB plus le bail. Donc moi, il me renvoie le bail, il me paye, et eux, ils échangent. Donc parfois, je suis en train de boire mon café, en fait, quand la rotation se fait. Et là, c'est magnifique. Ouais, c'est le gros avantage parce que sur l'IMO, tu peux pas faire ça. Quand tu as des apparts à gérer, c'est plus compliqué. Alors bien souvent sur de la coloc, tu peux aussi dire au colocataire qui s'occupe d'accueillir le nouveau rentrant de choisir un coloc.
Ça peut être aussi une stratégie pour avoir moins de gestion. Mais quand tu arrives à un nombre de lots aussi important que toi, et que tu es dans des apparts ou dans des maisons, tu as beaucoup plus de gestion. Donc soit tu les fais gérer, soit tu galères, quoi. Soit tu t'occupes de Ouais, ça à plein mais temps. faire gérer, t'as pas trop d'agences aujourd'hui qui sont pertinentes dans le parking. De rouge, je t'en parle même pas. Mais c'est assez restreint, mais je pense que ça va se développer. Mais après, bon, j'ai acheté un appart aussi dans les Yvelines. Et j'ai revendu, peut-être que j'aurais dû le garder, je sais pas. Je l'avais acheté, ça c'est à toi de me dire, tu vois. Je l'avais acheté 95 000, Ouais. 16 mètres carrés, commune de Viroflay, entre Versailles et Chaville, c'est pas mal. Loué 590 euros en meublé, 590 euros en meublé, crédit 438 euros sur 25 ans. 438 euros de mensualité, Tu louais ça combien? 590. Et tu avais des charges de copro? De 40 euros par mois. D'accord, donc tu avais quand même un cash flow positif, ou en tout cas c'était à l'équilibre une fois que tu avais payé ta taxe foncière. Ouais, Tu l'as gardé combien de temps? je l'ai regardé un peu moins de 3 ans. Ok. Bah, le but après c'est d'amortir du capital. c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Rez-de-chaussée sur jardin, un peu surélevé. T'as fait quoi en plus-value? Je l'ai revendu 124. J'ai acheté 95 hors frais de notaire, je l'ai revendu 124. Par contre, il y a eu un truc, c'est que à un moment, je voulais le revendre quand c'était ma résidence principale. Et à un moment, j'y ai vécu un peu, mais j'ai craqué au bout de pas longtemps parce que c'était vraiment trop petit pour moi. Et après, je suis parti vivre ailleurs, en location. Et du coup, quand on est passé chez le notaire, à 3 ou 4 mois près, c'était. En fait, j'avais donné le 1er janvier, j'avais dit aux impôts que j'allais déménager à Boulogne. Et du coup, ce n'était plus ma résidence principale. Du coup, j'ai eu la plus-value. Putain. Et du coup, j'ai payé 7 ou 8 000 euros de plus-value, bêtement, à 3 mois près. Ah, c'est clair. Mais vraiment, Clair. et le notaire, Et t'as pas conseillé? le notaire qui est honnête, etc., à qui j'ai fait toutes mes OP de parking, j'en ai parlé. Pourtant, j'ai signé des trucs avec elle, on a pris des honoraires. Et elle m'a dit non, je peux pas parce que vous êtes déclaré et tout. Alors bon, peut-être qu'il y a quelques années, les notaires, ils l'auraient fait un peu à l'envers, mais aujourd'hui, c'est un peu plus carré. Et du coup, j'ai payé. Donc, du coup, tu vois, j'ai acheté 95, j'ai vendu 124, et du coup, t'as enlevé 7 ou 8 000. Donc, je suis retombé sur mes pattes. Mais d'après toi, j'aurais dû le garder ou pas? Bah, en fait, c'est la ça, la phrase question. typique de Gilles Grimm, qui vend perd. Dès que tu vends, tu perds. Regarde, t'aurais continué d'amortir, et en plus, t'as payé de la plus-value. Donc tu l'aurais gardé, t'aurais eu moins de plus-value à payer, parce que en fait, en fonction de la durée Pas de des tensions, plus-value, je serais allé jusqu'au 20 qui avait 27 ans 30 ans, ou 30 ans, ouais. j'aurais pas payé de plus-value. Mais en Et- fait, j'ai pas voulu le garder parce que ça me faisait chier le LMNP, je sais pas, ça m'emmerdait en fait. Je sais pas, il y a un truc qui me faisait chier dans le parquet. Il y a un autre truc aussi qui me faisait chier, c'est que les locataires, ils m'ont fait la misère. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'était un peu une passoire thermique. Ouais, La porte d'entrée, c'est des trucs cons, tu vois, ça se change une porte, ça vaut ouais, c'est clair, c'est clair. c'est très con. Mais en fait, il y avait un gros défaut, c'est que la porte, elle était super fine, c'était genre une porte d'intérieur en fait. C'était comme une porte d'intérieur, tu sais, en bois avec un panneau, machin. Ouais. Et du coup, elle était fine, isolation phonique et acoustique dégueu. Et du coup, t'entendais toute la cage d'escalier. J'avais demandé à voter lors du AG de mettre un espèce de petit tapis un peu, tu vois, ils ont refusé. Parce que forcément, ils s'en foutent, ils sont en étage. C'est ça qui est chiant, tu vois, avec la coupe. Et ouais, j'aurais dit, mettez un tapis, ça n'aurait coûté que dalle. Tu vois, un petit tapis, en plus, ça fait un peu plus stylé, tu vois, c'est un peu plus joli et tout. Et ils ont refusé parce que eux, ça les dérange pas. Mais moi, tous les matins à 6h du matin, ils descendaient avec les poussettes, les femmes et tout. C'était un troupeau d'éléphants. Du coup, mes locataires, moi je dormais avec des boules caisses quand je suis allé dormir là-bas. Donc ça allait. Mais mes locataires, ouais, ils pètent un plomb. Ils se barraient les uns après les autres parce que trop bruyant. Et du coup, il fallait isoler en fait acoustiquement, phoniquement et la cage d'escalier. Et du coup, je savais que j'allais galérer avec des locataires. Je me dis voilà, je vais galérer avec des locataires. Je suis tombé sur un locataire qui m'a fait la misère, qui m'a dit, tu sais, limite il venait avec un truc de DPE et tout, ouais, je vais vous attaquer et tout, j'étais pas bien, tu vois. En fait, les gens aujourd'hui sont de plus en plus exigeants. Ouais. Je sais pas si tu as ça aussi dans les places de parking. Moi, je le vois dans les apparts ou les maisons que je propose. Les gens sont de plus en plus exigeants. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Je le vois moins dans les parkings, mais c'est vrai que globalement, je le vois quand même. En fait, les gens sont plus chiants. Ils veulent payer le même prix, mais ils sont plus, ouais, ils sont plus Ils ont plus d'exigences. Ouais. Bah, je pense qu'il y a le fait que tu vois aujourd'hui un peu de tout à la télé. Tu vois des superbes apparts. Les gens ils comprennent pas que
En fait, bien sûr que tout le monde a le droit d'avoir du confort. Il faut mettre le prix pour avoir du confort aussi. Il y a des gens qui veulent pas payer de loyer et puis ils veulent avoir le confort. Tu peux pas tout avoir. Donc moi, j'essaye toujours en fait de me placer quand même sur un marché assez haut. C'est ce que je dis souvent. Moi, j'essaye d'avoir des locataires qui soient contents quand ils viennent dans mes biens, avoir des biens de qualité pour proposer de la qualité, que les locataires restent le plus longtemps possible. Parce que si tu as des locataires qui tournent et qui changent tous les mois, c'est chiant à gérer. Là, je le vois sur un des apparts que j'ai remis en location. Au bout de 2 mois, la nana me dit je veux partir. C'est la première fois que ça m'arrive. D'habitude, les gens ils restent longtemps. Comment t'expliques ça? C'est ton bien qui a un problème? Non, en fait, elle a perdu son emploi. Elle vient de province pour travailler sur Paris. L'avantage, moi, des parkings, c'est qu'il y a moins ça. Tu perds ton emploi, tu peux toujours payer à peu près ton parking. Par contre, tu vends ta moto, ton scooter ou ta voiture, là, tu te barres. Ouais. Donc j'ai ça, moi. J'ai vendu mon truc. Vous pouvez pas le garder, fait chier. Tu vois. T'as raison, ouais. Il y a plus d'exigences. Tu montes en gamme. Comment tu fais pour comment tu réponds à cette problématique? Moi, j'essaie toujours d'avoir. Ouais, je refais des travaux régulièrement. À chaque turnover, pratiquement, je refais des travaux. Sauf si le bien a été bien entretenu par le locataire. J'ai beaucoup de petites surfaces. Quand je dis petite surface, c'est 25-30 mètres carrés quand même. Les locataires restent en moyenne 2 ans, 2-3 ans. Ah, c'est bien, ça va. Ouais, ils arrivent à rester 2-3 ans. Alors qu'un studio, c'est plus 1 an. Ouais. Donc pour éviter en fait le turnover, bien de qualité, je refais des travaux régulièrement. Si je vois que le bien il a été un peu abîmé ou n'importe, j'essaie de refaire pour rester sur du haut de gamme. Je mets des clims réversibles, carrelage partout, douche à l'italienne. Enfin voilà, j'essaie de faire un petit truc sympa. Ah, tu sais parler aux locataires. Ouais, voilà. Ah, mais je me dis, moi, en fait, les gens, ce qu'ils aiment bien, c'est bien souvent la partie salle de bain, la partie cuisine. Tu leur mets une top de cuisine avec une salle de bain qui fait kiffer. Quand t'arrives, tu peux être sûr, un petit couple qui arrive, il va se dire, waouh, salle de bain l'italienne et tout, double vasque, des petits trucs, c'est des petits trucs qui font la différence. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Les gens, ils négligent les détails. Il faut être pointilleux, il faut mettre des trucs de qualité pour que les gens ils restent plus longtemps. C'est toi qui fais tes états des lieux et tout, tes turnovers, c'est toi qui vas sur le terrain? Alors aujourd'hui, je commence à déléguer. Ouais. Mais ouais, je l'ai fait jusqu'à maintenant, c'était moi qui faisais. Jusqu'à maintenant, c'est toi qui allais, etc. Qui faisais tout le temps. Et t'aimes bien ça? T'aimes bien voir ton locataire, ça te rassure en fait d'avoir la personne, voir le côté humain, si ça match et tout. C'est ça, c'est qu'en fait, t'as une relation. Moi, tu vois, une fois par an, j'essaie de payer un truc à mes locataires. Ou un resto, ou un petit cadeau, une boîte de choco, une boîte de champagne. Je devrais le faire, ça, je le fais pas, tu vois. En fait, ça fidélise le locataire. J'allais dire le client, mais c'est un peu pareil, client, locataire. Mais c'est bien ce que tu fais, ça, c'est vrai que je m'en inspire. Moi, je lui ai envoyé une newsletter, je me fais ça fait forceur un peu, ça fait trop. Un newsletter, non, faut pas essayer de leur vendre un truc. Mais un petit cadeau, ça fait plaisir. Ou même, voilà, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, locataire avec qui tu t'entends bien, tu vas bouffer avec lui une fois par an. Il est content, ça permet d'échanger, de voir ce qu'il veut faire. Très bien. Moi, je garde contact et quand ils partent, on s'ajoute sur LinkedIn, on discute, je sais ce qu'ils font dans la vie et je les encourage dans leur business. Enfin, tu vois, je veux toujours que la fin, enfin le début, mais la fin soit clean. Et je leur dis, voilà, si vous avez des gens à me recommander, n'hésitez pas à donner mon contact. Et si jamais vous revenez vivre là, ou vous rachetez une voiture ou un scooter ou quoi, je serais vraiment content de vous avoir, tu vois. Ouais, mais je retiens ton idée de leur payer un petit truc. C'est vrai que ça peut faire la différence. Voilà. Et même, tu sais, quand tu gâtes, moi j'ai beaucoup d'ensembles immobiliers comme ici, tu vois, où il y a plusieurs appartes, plusieurs maisons sur le même terrain. Et les gens, bien souvent, quand tu les gâtes, quand tu fais attention à de leur proposer des biens de qualité, bah, ils vont te recommander du monde. En fait, même quand ils partent, c'est comme pour les places de parking. Moi, souvent dans les appartements, les gens, quand ils partent, ils me disent, bah tiens, j'ai mon beau-frère ou j'ai ma belle-sœur, mon cousin, un ami qui cherche. Et hop, et au final, tu te retrouves à avoir jamais besoin de chercher ou de mettre d'annonce. T'as des locataires en permanence. Donc ça, c'est cool. Ouais, mais l'avantage que t'as toi dans un bien d'habitation, c'est que c'est un besoin nécessaire de se loger. Tu vois, ça j'y ai pensé il y a pas longtemps. C'est que trouver un logement, c'est un besoin presque vital, tu vois. C'est pas comme manger, mais t'as besoin de te loger. Le parking, c'est un peu un luxe. Tu vois, c'est garer une voiture. Ça devient mais tu comprends l'idée que je veux dire. Ouais. C'est là où t'as un avantage par rapport à moi, c'est que toi tu réponds vraiment à un besoin on a besoin de se loger, alors que moi tu vois faut avoir, enfin si t'es vraiment pauvre et si t'as pas les moyens tu peux pas payer un parking, tu vois, c'est un espèce de luxe un parking quand même. Ah, bien souvent quand tu vis sur Paris, c'est en fait t'as choisi pas en province, t'es pas n'importe où, donc les gens c'est quand même une nécessité de mettre sa voiture. Aujourd'hui tu peux pas te garer sur Paris. J'ai fait une approche marketing, c'est que je me suis dit qui est mon client. En fait j'ai cru que j'étais au boulot en fait en tant que commercial. Je me suis dit qui est mon client et quel service il veut et quel client je veux avoir. Et en fait, j'ai visé un type de client. C'est pour ça que j'ai acheté que dans les coins un peu bobo, tout ça, 18e, 11e et tout. Et je voulais des gens qui allaient apprécier mon service. Et après, je suis hyper au petit soin pour mes clients, je suis sur WhatsApp, ils peuvent, tu vois, le samedi, s'ils ont une demande et tout, enfin, le samedi, j'ai un client qui me dit Alexandre, j'ai perdu mon bip ou il y a un truc et truc, je vais pas attendre lundi pour lui répondre.
Je Ouais. réponds. Ouais, pareil. En fait, je trouve que c'est important la proximité. C'est Je pour ça, tout à réponds. l'heure, tu disais j'aime beaucoup WhatsApp. J'aime beaucoup WhatsApp parce que c'est super facile. Un WhatsApp, message je suis trop audio. sur WhatsApp, j'ai Ouais. mal à la tête, mon gars. Le soir, quand j'éteins mon portable, c'est le seul moment où je suis en vacances. C'est ce que je dis à mon entourage. Je dis, je suis jamais en vacances. Tout le monde me dit, tu travailles trop. Toi, t'es comme moi, de toute façon. Mais déjà, j'adore ce que je fais et j'ai des entreprises. Mais le moment où je suis en vacances ou en week-end, c'est quand je prends mon tel et je l'éteins. Et là, je ressens un bien-être, mec. Je l'éteins. Tu le poses sur le Oh, côté waouh. et c'est fini. C'est chaud, c'est Seychelles là. Ouais, mais je trouve que c'est pareil. En fait, les gens, quand t'es salarié, tu te dis, ouais, quand je suis en vacances, moi là, je vois, je suis parti 4 jours au ski avec des potes, ils sont tous salariés. Pour eux, c'était 4 jours off. Ils sont off, ils touchent à rien. Et moi, ils me voient faire le midi, on est au resto, j'étais en train de répondre à mes mails, à mes trucs. Ils me disent, putain, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je J'imagine dis, totalement la scène. Je suis chef d'entreprise, je suis obligé de répondre à des trucs, j'ai des investissements, les gens, ils s'arrêtent pas, je suis au ski, mais la vie, elle continue. Donc t'es là, t'es en train de répondre, tes potes, ils te regardent, ils disent, qu'est-ce que tu fous? Ah ouais, pareil. On est au resto, on est tranquille, on est entre nous, toi t'es en train de faire des mails, des messages. Sur les télésièges, je prenais des appels et tout. Hein. J'ai fait pareil. du ski. J'ai fait du ski avec un moment, j'avais mon casque de musique et je prenais des appels sur les télésièges. Ah ouais, non, c'est trop. Des fois, c'est pareil, je me dépêchais d'aller en bas de la piste pour passer un appel. Ah non, c'est incroyable. Mais en fait, quand t'es chef d'entreprise, quand t'es investisseur, ça s'arrête jamais. Les gens pensent que, même les gens de ma famille ont du mal à comprendre des fois que je travaille en vacances. Mais en fait, t'es toute l'année un peu en vacances, mais t'es toute l'année aussi un peu au travail. Il n'y a pas de. Tu coupes pas, c'est pas parce que t'es en vacances qu'il se passe plus rien. Mais après, tu calcules, tu comptes pas tes heures et t'aimes bien ce que tu fais. C'est-à-dire que, je sais pas si ça te fait comme moi, ça c'est intéressant qu'on échange, c'est que parfois, je suis content de me mettre au boulot le matin. Enfin, souvent, enfin toujours, quasiment. En fait, quand j'étais salarié, ça me faisait chier, tu vois. Si je devais aller, mon bureau était à Issy-les-Moulineaux, si je devais aller à Issy-les-Moulineaux avec la voiture et tout, putain, tu sais, je voyais ça comme une contrainte, tu vois. J'aurais kiffé rester sous la voiture, mettre Netflix. Maintenant, parfois, si je me lève, je vais prendre mon café et tout, et je suis content d'ouvrir mon ordi et je sais pas, de découvrir ma journée, tu vois, de voir les opportunités, tu vois, les alertes, le bon Ouais. coin. En fait, j'ai la curiosité, l'impatience de découvrir ça. Et ça me le faisait pas quand j'étais salarié. Tu vois. Ouais, c'est totalement Je suis content, en différent. fait. Quand tu travailles pour toi et quand tu travailles pour un patron, t'as pas la même vision des choses. Mm. Ouais, moi, j'ai toujours aimé ce que je faisais, même à la banque, hein, j'ai toujours aimé mon travail. Mais il y a une différence en fait entre le faire pour toi et le faire pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, quand je le fais, je sais que c'est entre guillemets, je sais pas si on peut dire ça, mais mes clients. Quand tu le fais pour le compte de quelqu'un d'autre, bien sûr que tu as un portefeuille client à gérer, mais en fait, tu as une enseigne au-dessus de la tête. Aujourd'hui, ton enseigne, c'est le nom de ta société. Et tu défends les intérêts de ta société. Et je trouve que c'est totalement différent parce que toi comme moi, on est de la même génération, comme tu disais tout à l'heure. Et moi, c'est important pour moi les clients. Enfin, c'est important de les défendre. C'est important de défendre leurs intérêts. C'est important qu'ils soient contents à la fin, qu'ils soient satisfaits. Aujourd'hui, je vois trop de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, des plus jeunes, et qui n'ont pas cette fibre-là. Ils On ont a des bossé, clients. toi et moi, on a bossé aussi. T'as plein de jeunes qui entreprennent direct. J'étais encore là ce midi, j'ai déjeuné avec mon expert comptable, j'étais avec deux amis entrepreneurs, plus jeunes que nous. Et bon, eux, c'est un bon exemple, ils ont bossé un peu, mais t'as des jeunes en fait, ils ont jamais bossé dans une entreprise. Et ça sert en fait de bosser. Toi, ton expérience bancaire, mais ça t'a servi et ça te sert tous les jours. Dans le sérieux, la structuration, Ouais, carrément. comment se comporter avec un client, moi aussi. Donc c'est important de ne pas brûler les étapes, tu vois. Moi, je conseille à tout le monde de commencer à bosser un peu, alternance, salarié, un peu, se faire la main, en sachant que tu veux pas faire ça toute ta vie, mais ça te structure, tu vois. C'est clair, ça te donne des habitudes, Si des tu- horaires, voilà, c'est ton- la façon de t'exprimer, la façon de parler aux clients. Moi, je vois des jeunes, c'est hallucinant. Ils te prennent même en visio. C'est limite s'ils se foutent pas de ta gueule alors qu'il est en face, tu vois. Il n'y a pas de. Ouais, sur LinkedIn, Enfin, on reçoit plein de messages il comme n'y a ça. pas de filtre, quoi. Des gens, ils veulent faire des. Vous avez 5 minutes, des synergies sont possibles et tout. Enfin, les gens, ils ont plus le respect aussi du temps de l'autre. En fait, Ouais. c'est de l'abattage. Ouais. Beaucoup de gens essayent de viser un maximum de monde très rapidement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils veulent faire de l'argent très vite. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus le temps de la construction. Les gens ne sont pas là pour attendre 2, 3 ans, 4 ans pour pouvoir percer et faire une clientèle au fur et à mesure. Non, ils veulent que ça aille vite. Il faut faire de l'argent et très vite. Alors, je sais pas qui a raison, peut-être que c'est eux qui ont raison. Moi, j'ai toujours fait comme ça. Ça m'a réussi jusqu'à présent. Je pense pas que je vais changer tout de suite. Mais je préfère construire un truc. Faut être à deux vitesses, je pense. Tu vois, construire une base solide, les fondations de la maison, et après, pourquoi pas, créer de nouveaux services, de nouveaux business, en allant vite. Mais faut avoir les deux. On va parler aussi un peu de ton livre. Tu t'es lancé dans l'écriture d'un livre, donc sur les parkings. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé
dans l'écriture? Est-ce que tu avais une envie? Est-ce que c'était quelque chose que tu avais envie de faire? C'est quoi qui a fait que tu t'es lancé? Waouh, bah c'est l'envie de transmettre, l'envie de raconter, de motiver les jeunes générations. Franchement, c'est ça principalement. C'était pas l'argent, tu vois, de gagner de l'argent avec le livre, c'était plus de. En fait, à un moment, tu fais pour toi. Tu te dis, voilà, bon, bah, je fais pour moi, je suis égoïste, je suis dans ma bulle, je suis auto-centré, je veux m'en sortir. C'est la guerre, quoi. Et une fois que tu arrives à tes objectifs, je te dis, c'est quoi la suite? C'est quoi le but? Après, il se passe quoi, tu vois? Et je me suis dit, bah, j'aimerais écrire un truc qui puisse servir aux jeunes, et que moi, enfin, le bouquin que j'aimerais avoir lu, en fait, et que je lisais peut-être, tu vois, quand j'étais un peu plus jeune. Et tu vois, j'étais admiratif, tu vois, les bouquins devant toi, bon, le mien n'est pas là, mais. Enfin, tu vois, moi je rêvais avec des livres, tu vois, alors que je faisais plein de fautes d'orthographe, tu vois, enfin, c'était pas mon truc l'écriture, malgré le fait que j'ai fait un bac littéraire. Je faisais beaucoup de fautes et ça me faisait rêver un bouquin, tu vois. Un bouquin, ça me donnait un espoir de fou, avant qu'il y ait YouTube et tout, tu vois. Ouais. Et du coup, je voulais faire partie de ça, être dans ce game. Donc, c'était pas un but marketing forcément, c'était plus un but de le stade ultime, tu vois, du truc. C'est que t'investis pour toi, t'es pour toi, moi je, et après tu te dis, ok les gars, je pose le livre là, je raconte mon histoire, je vous laisse, Ouais. je me casse. Tu vois le truc ou pas? Ouais, ouais, C'était un peu là-dedans. Et du coup, bah, comment ça s'est fait? Écoute, je fais mes parkings dans mon coin, dans mon coin. Après, je commence à en parler un peu dans ma boîte, ça fout la merde. Tout le monde est jaloux et tout. Jusqu'au jour où je me casse parce que j'en avais marre que les autres me fassent des blagues. Et puis là, je suis passé dans des podcasts, plein de podcasts. Et du coup, les gens m'écrivaient sur LinkedIn, Insta, en me disant ouais, putain, j'ai bien aimé, j'ai écouté dans ma bagnole pendant 1 heure. Et ils me posaient des questions. Et moi, j'étais gentil. Tu vois, je suis vraiment humain. Et je disais, j'étais claqué ma journée de commercial. Je disais, vas-y, envoie-moi ton numéro sur LinkedIn là. Et si tu veux, vas-y, ce soir, je prends. On fait un appel, ouais, Je c'est fais ce que un tu m'as appel. dit, ouais. Je fais un appel. Et moi, gentiment, naïvement, bah, il était 7 heures, j'avais fait de la bagnole dans toute l'île de France, aller voir des clients à Saint-Maurice, à machin, je ne sais où. Et j'appelais en Bluetooth dans la caisse. Ouais, il s'appelle comment Romain lui aujourd'hui? Ok. Ouais, salut Romain. Bah écoute, ça va, ok. Bon, bah, tu peux faire ça, ça, ça. Le parking, tu peux faire ça. Ça durait 1 demi-heure l'appel. On raccroche, pas de merci, pas de retour. Le mec, je sais pas s'il a acheté, pas acheté. Pas rien. Parfois, il s'abonnait à ma newsletter. Je commençais à l'époque à faire une newsletter. Je voyais que rapidement, il se désabonnait. Je vois l'ingratitude, tu vois. Enfin, et à un moment, je me dis, ouais, t'es con, quoi. T'es con. Monétise, monétise. Et du coup, je me suis dit, fais un bouquin qui va répondre aux questions qu'on te pose, parce que c'est toujours la même question. Et du coup, là, j'ai cherché un éditeur. Il y a des éditeurs qui m'ont contacté aussi. Et après, j'ai trouvé mon éditeur. J'ai écrit le bouquin seul pendant quasi 1 an, parallèlement à mon boulot de commercial, donc pas de vie sociale. Et puis, quand j'ai vu que le bouquin allait sortir, on avait fait la couverture avec l'éditeur. Il y avait l'attaché de presse, on commençait à envoyer du lourd et tout. Et qu'à un moment, mon employeur, il m'a dit ouais, faut qu'on te convoque parce qu'on n'aime pas trop ta publication où tu parles de. T'as créé une boîte, t'as communiqué sur LinkedIn. En fait, j'avais créé une boîte, t'as communiqué sur LinkedIn sur la boîte que tu cherchais un stagiaire ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, un truc. En plus, j'étais meilleur vendeur de la boîte dans mon segment. Enfin, j'avais des bons chiffres et tout. Ils avaient rien à me dire sur le commercial. Là, j'étais convoqué. Et là, c'était la goutte d'eau. Là, je dis les gars, là, dans ma tête, C'est bon, j'arrête. Je me suis dit, on arrête tout. Tu vois, c'est comme dans un couple, quand t'es au bout du rouleau, il y a la goutte d'eau, et là c'est la goutte d'eau. Et le directeur, il me dit, oui, il faut être à 200%, il faut faire ci, il faut faire ça. Je le comprends après, tu vois, lui, c'était qu'un salarié, puisque c'était pas le directeur au monde, mais France, donc je le comprends. Et du coup, il m'a dit, voilà, tu fais un choix, parce que nous, ça nous va pas en interne, en termes d'image. Tu vois, c'est comme toi dans les banques, ça nous va pas. Ouais, Nous, ça ne va pas, ça ouais. passe pas, ça fait désordre, ça passe pas. Et si ça remonte au siège en Italie, on va avoir des problèmes. Parce que c'est que Ouais, c'est des pions. des pions, hein, faut dire ce qui est. Et du coup, goutte d'eau. Tu vois, je sors de l'entretien, je suis au bout du rouleau. Pendant 1 semaine, j'arrive plus à faire de prospection, j'arrive plus à appeler mes clients. En même temps, j'ai le bouquin qui va sortir et tout. Je me dis, Alex, c'est maintenant ou jamais. Il y a une fenêtre de tir. C'est comme quand tu vois une offre immobilière et tu dis, Ouais. j'y vais pas. T'es là, t'hésites, j'y vais. Là, j'ai une fenêtre de tir. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, ok, je suis plus aligné avec les valeurs. On reste bons amis. C'est mieux comme ça. Et voilà. Ouais, c'est bien des fois de savoir dire stop parce que ça devient compliqué au bout d'un moment. En fait, quand tu es salarié, tes collègues ils ont du mal à comprendre ce que tu fais, ton employeur a du mal à comprendre ce que tu fais. En fait, tu mets un fossé entre toi et les autres. Et je pense que c'est comme quand tu deviens adulte et que tu habites chez tes parents.
Au bout d'un moment, il faut savoir partir. Et là, quand tu es dans une société, c'est un peu pareil. Tu commences à voler de tes propres ailes ailleurs dans l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir dire stop et c'est bon. Ok, maintenant je me débrouille, je prends mon courage à deux mains et je saute le pas. Ouais, j'ai eu peur au début, hein, tu vois. Enfin, j'ai pas eu peur sur le moment, mais après, bon, t'as toujours un peu peur et tout, mais franchement, aujourd'hui, je reviendrai pas en arrière, quoi. Ouais, c'est clair, moi non plus. Je pense que la liberté a un prix. On parle souvent de liberté financière. Moi, je préfère parler de liberté tout court. En fait, je pense qu'aujourd'hui, tu es libre de ton emploi du temps, tu es libre de ce que tu as envie de faire, et tu es libre des J'adore. revenus que tu as envie Je d'avoir. construis mes semaines, je kiffe. Ouais. Je me mets sur mon ordi, je regarde ma semaine, je fais alors je la construis comment? Tac tac, là je mets ça, j'ai un rendez-vous, je vais essayer plutôt de le caler jeudi, puis après Ouais, je c'est vais faire clair. un peu de sport. En fait, je module en fait mes semaines, je kiffe. Je subis plus en fait. Ouais, tu fais ce que tu as envie de faire. J'adore. Alors qu'en plus, quand tu as un boulot de salarié plus On à t'impose des côté trucs, ton on t'impose des business, réunions, des non, trucs. mais plus ton business, mais Ah, t'as plus c'est de temps. impossible. T'as plus de temps pour Et t'es toi. à cran, t'es stressé, tu vois, j'étais stressé, j'étais pas bien. Du coup, t'es pas sympa avec ton entourage, tu vois, t'es pas bien et ça va pas. Puis tu les vois pas. Moi, je vois, j'ai des enfants, je les voyais jamais. Enfin, tu peux pas. Au bout d'un moment, tu as ton travail à la banque, tu as des investissements, tu as une société. C'est pas possible. En fait, tu peux plus gérer. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs, tu peux plus. Donc là, le bien que ça te fait quand tu quittes ce truc-là, t'arrives, voilà, tu gères ton emploi T'as pas du eu temps. peur toi quand t'es parti? Comment t'as géré Franchement, non. comment t'as géré le truc? T'as pas flippé, non? Ça va, tu t'es dit. Franchement, non. Quand je suis parti, en fait, je savais que ça faisait un moment que je pouvais partir. J'ai attendu, vraiment, j'ai attendu. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, euh, il est temps de voler de mes propres ailes comme un grand. Et puis voilà, j'avais plus besoin du revenu que j'avais à la banque. Je pouvais être libre, faire ce que j'avais envie, aménager mon temps comme j'avais envie. Donc voilà, j'ai décidé de partir. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais ça devenait trop compliqué à gérer les deux, allier investissement, Exactement comme comme je disais, moi. entrepreneuriat et tout. Donc Ouais, bah c'est exactement comme moi. Non. ça fait presque une heure, Alexandre, qu'on est ensemble, ou ça fait peut-être même un peu plus. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose, si tu devais repartir de zéro, que tu aimerais changer dans ton parcours ou faire différemment? Oh là là. Qu'est-ce que j'aimerais faire différemment? Tellement de choses, non, je déconne. Tu vois, je pourrais te dire d'être moins focus sur moi et mes trucs, mais en même temps, c'est ce qui a fait que ça a marché pour moi. Que Tu tu as vois. réussi. Je pense que tu fais pas d'omelette sans casser des œufs, malheureusement, et forcément, il y a de la casse, tu vois. Ça, on n'en parle jamais, mais quand tu fais un choix de vie et quand tu fonces, tu laisses de côté des copines, ta vie privée, certains potes, certains trucs. En fait, choisir, c'est renoncer. Et il y a de la casse. C'est triste, mais c'est comme ça, en fait. En fait, c'est comme un grand sportif, tu vois. Tu prends un Nadal, un Federer, un ce que tu veux, un Jordan ou quoi. Tu regardes les trucs sur Netflix, les documentaires. Putain, les sacrifices, quoi. Ouais, les sœurs Williams. Mais tu Je vois, sais c'est pas un si t'as vu le exemple. film. Je l'ai pas vu, faut que je le regarde. Là, Incroyable. je lisais la bio d'Agassi, je l'ai pas fini. J'ai regardé le truc sur Jordan, c'est Last Dance, c'est incroyable. Mais pour arriver à un niveau, tu vois, sportif ou entrepreneur et tout élevé, parce que j'estime que l'ambition que j'avais était élevée, malheureusement, tu vois, tu mets de côté des trucs. Parfois, c'est net. Donc ça, ouais, bah. Mais bon, en même temps, j'aurais été frustré de pas. Moi, il fallait que ce soit extrême, tu vois. Il fallait que ce soit. J'avais la dalle, en fait. Et pour moi, c'était même pas négociable de faire autrement. Et donc, je regrette pas vraiment. Mais disons qu'aujourd'hui, à 36 ans, j'ai envie tu vois, d'avoir plus de hauteur sur mes business. Tu vois, j'ai tout bien structuré, avec 3 boîtes. Et j'investis dans des startups. Tu vois, j'ai envie de plutôt réfléchir et d'être moins dans l'opérationnel. Mais non, j'ai pas de regrets. Rien n'est parfait, on se trompe, on fait plein d'erreurs. Mais faire de la peine aux gens, c'est un peu triste, quoi. Donc ça, c'est peut-être le seul regret que je pourrais avoir, c'est que voilà, j'ai bossé tellement dur que forcément, bah, t'es pas forcément dispo Pour tout le monde. pour tout le monde. Et ça peut casser des couples à des moments, ça peut créer des problèmes. Et ça, si ça a fait souffrir certaines personnes, c'est dommage. Mais ça c'est peut-être le côté, ouais, ce côté-là, c'est un peu dommage. Ça, c'est quelque chose de très difficile à gérer. En fait, les gens qui sont dans ton entourage et qui sont pas comme toi quelque part, qui n'ont pas autant d'ambition ou même d'objectifs, pas spécialement d'ambition, mais d'objectifs, ils ont beaucoup de mal à comprendre que tu n'es pas beaucoup de disponibilité. Ah ouais, ça c'était. Et ça, c'est quelque chose de difficile à gérer. C'est vrai que pour les gens que tu aimes, c'est très dur. C'est très dur parce que t'as un peu l'impression de faire un choix.
Ça, la Et vie ça, c'est privée, frustrant. combien il y en a qui m'ont dit à l'époque, j'espère que tu trouveras une nana où tu auras de la dispo, quoi. Bon, c'est pas grave, c'était pas les bonnes, tu vois, ça a changé depuis, mais euh, ça, c'est comme ça. Mais faut faire un choix, quoi. Ouais, je pense qu'il faut C'est faire un choix. Et après, pour revenir sur les erreurs, tu fais forcément des erreurs. Enfin, dans ton parcours, tu as forcément des erreurs. Après, c'est comme les gens qui ont peur de se lancer dans l'investissement IMO parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Moi, voilà, ce que je trouve con, c'est que justement, tu apprends de ces erreurs-là. Des fois, ça te fait mal. Tu fais des erreurs qui te font mal parce que tu perds beaucoup de choses. Tu perds des sous, tu perds des gens autour de toi. Tu fais une connerie, ça peut couler une boîte. Enfin, il peut y avoir beaucoup de conséquences, mais tu apprends. Et la prochaine fois, tu ne referas pas la même erreur. Donc, il faut faire des pour erreurs pour moi, avancer. le plus important, tu vois, Christophe, c'est vraiment d'enchaîner, en fait, d'être en action, d'être dans le mouvement. Ouais, je suis Pour assez moi, c'est le d'accord. plus important, c'est ça. C'est-à-dire que si tu comprends que faut toujours être en mouvement, tu vois, tu fais un truc, ça fonctionne pas, tu réenchaînes. Tu as un problème avec un client, tu réenchaînes. En fait, il faut jamais s'arrêter et être tout le temps dans un espèce de flow d'action. Et là, tu passes toutes les contraintes et toutes les tempêtes. Mais faut toujours être en mouvement. Et souvent, ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui se posent trop de questions et qui s'arrêtent trop et qui sont là, ils demandent la vie à Pierre-Paul Ok. Jacques. Et il faut tout le temps être dans une énergie de mouvement. Alors c'est fatigant parfois, tu vois, le soir t'es claqué, tu vois. Tu t'es là, tu dors quand tu regardes une série, tu vois. Mais il faut tout le temps être en mouvement et franchement ça se passe bien, quoi. Ouais, c'est clair. Et tu vois, ça c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui achètent des formations, qui font plein de séminaires. Au bout d'un moment, si tu passes pas à l'action, malheureusement, il se passe rien. Donc c'est exactement ce que tu as dit. Il faut passer à l'action, il faut être en mouvement. Sinon, il se passera rien. Nous, on accompagne beaucoup de monde. Surtout les gens qu'on accompagne. Voilà, et j'ai des gens qui viennent vers moi et me disent ah, j'ai pris une formation, mais j'ai rien fait. Bah oui, au bout d'un moment, si tu passes pas à l'action, tu as beau prendre 100 formations, il se passera jamais rien. Il faut que tu sautes le pas, il faut que tu fasses des conneries. C'est comme ça que tu apprends. En faisant des conneries, t'en as fait, j'en ai fait. Tout le monde en fait. C'est obligé, c'est comme ça que tu grandis. Donc tu es obligé de passer à l'action et de faire des conneries. Si on peut conclure ça, est-ce que tu as quelque chose à dire pour tous les gens justement qui veulent se lancer? Quels conseils tu pourrais leur donner? Ça va faire écho à ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi vous voulez le faire. C'est quoi le moteur, point. Faut avoir une raison de le faire. C'est dur de, c'est dur d'entreprendre, enfin c'est dur, c'est pas si dur que ça. Mais faut faut trouver, ça c'est un boulot, moi je peux pas le faire pour vous. Je suis pas psy, je suis pas machin, mais faut trouver pourquoi vous voulez le faire, trouver une bonne raison de le faire. Qui ont toujours eu de l'argent, du confort de vie, ça a été une catastrophe. Ouais. Et moi, je remercie d'être parti from scratch, parce que je suis vraiment reparti de zéro, tu vois. Mon compte, à un moment, il a fait, tu vois, ça fait boum, zéro. Ils m'ont blacklisté de la banque, ils m'ont foutu sur la banque en ligne où j'étais. J'étais banque physique, ils m'ont mis banque en ligne, ils m'ont dit, ouais, vous êtes jeune, c'est normal. Je fais, ouais, c'est parce que j'ai plus de thunes. Ouais, ok, c'est vraiment ça. Donc, je suis parti à zéro, mais ça s'est passé comme ça. Je suis reparti à zéro. Je suis allé voir ma mère, elle m'a dit, ouais, j'ai pas de thunes pour te payer l'école de commerce, tu vas bosser ou faire de l'alternance. On n'avait plus de thunes, rien. Et là, je me suis dit, ouf, je me suis assis, tu vois. Je suis resté seul une demi-heure et j'ai fait, ok, je suis sorti de la porte, j'étais Mike Tyson, tu vois. Donc, faut avoir pour moi, le moteur, c'est pourquoi on veut le faire. Une fois qu'on a bien défini, bien clarifié ça, on trouve ce en quoi on est fort. L'IMO, c'est génial. Les immeubles de rapport, les appartements, les parkings, les caves, peu importe. Par exemple, si c'est l'IMO. Et après, on se forme avec des gens comme toi, comme moi ou d'autres. On se forme avec des gens avec qui ça match et qui ont un vrai truc. Et après, on fait un premier pas. C'est pour ça que le parking est bien, parce que ça permet de faire un premier pas sans trop de contraintes financières. Et après, on enchaîne, on enchaîne. Mais si t'as pas le feu sacré en toi et le moteur, si t'as pas 600 chevaux en toi, c'est Ouais, mort. c'est difficile. Donc, et ça, dans le confort, tu peux pas l'avoir. Moi, les gens, je te dis, qui ont eu trop de thunes, trop de confort, trop d'aide, trop de machin, ils vont pas acheter un parking. Ils vont C'est pas vrai que s'emmerder Non, non, c'est à gagner difficile. 45 € par mois. Déjà, ils ont déjà du mal à acheter. Après, j'aime pas faire des généralités, mais ils ont déjà du mal à acheter un appart ou une maison. Alors, acheter un parking, c'est encore pire. Toi, t'es vraiment sur une niche. Donc, effectivement, des Moi, gens c'est qui ont de niche de l'argent, crève la dalle, quoi, au voilà, départ. ils vont C'est pas vrai. acheter un parking. Il faut en acheter beaucoup pour pouvoir faire de Voilà. l'argent. Donc, Mais c'est un long. bon pied à l'étrier pour après partir sur des projets plus ambitieux en termes de revenus, de cash flow que toi. Donc tu vois, on est complémentaires. Moi, ils peuvent venir au départ pour se former, pour comprendre, et après aller vers toi. De toute façon, c'est toujours une stratégie de diversification. C'est ce que Exact. je dis. Que ça soit dans l'IMO, que ça soit dans la bourse, dans la crypto, si tu diversifies pas, t'es mort. Et le fait d'avoir toujours le même investissement, ça peut causer des problèmes un jour.
Donc c'est bien de diversifier, c'est bien d'avoir des parkings, c'est bien d'avoir de la colocation, c'est bien d'avoir de la location courte durée, c'est bien d'avoir de la location classique, comme c'est bien d'avoir plusieurs cryptos, comme c'est bien d'avoir plusieurs actions en bourse et pas avoir qu'une seule stratégie et qu'une seule miser tout sur le même cheval. Donc pour finir, moi ce que je voudrais dire c'est que c'est exactement ce qu'on a dit juste avant. Si vous vous lancez pas, il se passera jamais rien. Donc bien sûr vous allez faire des erreurs, vous allez faire des conneries, mais il faut vous lancer et il faut absolument passer à l'action. Il n'y a que comme ça que vous allez apprendre en faisant des erreurs. Si vous ne faites pas d'erreurs, eh ben vous n'apprendrez pas. Malheureusement, c'est comme ça, c'est en perdant des fois, en perdant des sous, en perdant du temps que vous allez apprendre et que vous allez pouvoir passer un cap. Sinon, vous allez stagner et vous ne ferez jamais rien. Donc c'est important de le faire. C'était la première fois qu'on faisait ce format-là. Donc je remercie beaucoup Alexandre d'être venu aujourd'hui. On va en faire d'autres. N'hésitez pas à nous dire quel sujet vous voulez qu'on aborde et on essaiera de le faire la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, à très vite. Ciao, merci beaucoup Christophe pour l'invitation. C'était un plaisir comme à chaque fois qu'on se voit, vraiment. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Et merci de nous avoir suivis, restez motivés et à très vite. À très vite, ciao.